Fait que là, C'est assez gros aussi. on commence comment? Comment On tu dit, veux bon, commencer? on se retrouve, mon ami. Comment on se retrouve, Robbie? On sort de l'hivernation, hein? Après 2 ans? Ben ouais, après 2 ans qu'on s'est pas vu. Non, on s'est vu un peu, mais pas autant que ça. Pas tant Non. que ça. Hein. Non, Fait puis que ça là- fait maintenant, ça fait faire... Ouais, ça va faire presque 3 ans là, qu'on s'est rencontrés. Ouais, 3 ans. C'est ça, Pour, dans ma tête, c'était l'hiver, mais c'était au mois de juillet qu'on était venu te voir. Juillet, pour le podcast. Ouais, Culture du vivant, c'est ça? exact. Culture du vivant. Qui n'est plus en ligne. Ouais, ben, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, après tout. Ouais, c'est ça. S'il n'y avait pas eu ce podcast-là... Ouais, hein, Je sais c'est pas fou. si on serait rencontrés, si on sait pas si... Bon, on a-tu... Ben, la vie, hein. Ouais, c'est ça. Probablement. Là. On serait rencontrés En plus, ailleurs. Là. 2 gobeilles. Moi, je trouvais ça... Tu sais, je suis arrivé ici, puis je comprenais pas comme... Je m'attendais, tu sais, à arriver à une place que, tu sais, il y a une terre, là, puis il y a grand. De là. la surface, là, pas mal de Tu sais, surface. t'arrives ici, pis t'es comme, hey, ok, genre, il y a de la densité en esti, là. Uh-huh. C'est un Ouais. petit îlot de biodiversité. C'est ça qu'on s'est dit en arrivant. Tu sais, t'arrives sur le rang, vous êtes tout seul. Là. Uh-huh. Puis tu vois les jardins au loin, genre, c'est comme vraiment l'espèce d'oasis, là, au Ouais, milieu ouais, des ouais. champs, là. Ouais, je pense que c'est devenu ça la vision. Là. Mhm. Parce qu'au début, on a comme pas réalisé qu'on s'implantait dans des champs monoculturels. Là, tu sais. Ouais, vous autres, vous saviez pas, je sais pas dire. Il y avait une naïveté que c'était juste genre, hey, ok, on a une maison, on a un terrain, on peut genre partir notre entreprise. T'étais Mhm. pas là à voir, hey, ok, c'est quoi la qualité de l'eau ici? Tu sais, tu comprends, genre? Ouais, ben, la qualité de l'eau, on n'a pas eu le choix de tester. Non, Fait que mais ça, oui, ça, mais on dans était un content sens- que ça soit de la bonne eau. Ouais, puis on a ouais, été ouais. pratiquement surpris puisque autour. Mais c'était surtout la réalisation de c'est quoi l'agriculture monoculturelle, mettons, l'agriculture moderne, là, tu sais. Ouais. Par rapport à l'épandage de pesticides et compagnie. Puis ça a été surprenant, tu sais. Puis là, c'est quand tu réalises, que tu le vois, que tu réalises c'est quoi, tu sais. Ah, puis vous Puis, autres, vous veux pas, vous arriviez de l'Estrie. T'étais dans un... J'imagine que t'étais dans un milieu qui était peut-être un petit peu plus... Sans dire forestier, mais t'étais plus proche de la nature qu'ici, mettons. Mhm. Ben oui, on était au pied des Monst Oak. C'est Enfin, pas ça. au pied, mais on était très, très proche, là. Puis, écoute, on était à côté d'un lac, c'est comme... la biodiversité était présente, là, tu sais. C'est ça, t'avais Mais un point d'eau. tandis que... C'est ça, ici, il faut la créer, Créer. dans un sens. Ouais. Tu sais, Non. elle revient petit à petit, mais il faut créer l'environnement pour, là, tu sais. Ben, tu crées les conditions, puis la vie, Mhm. à ce point-là. Ah ben oui, la vie est généreuse, puis elle est toujours là pour remplir les endroits où, disons, c'est propice à la vie, donc la vie fait juste s'alimenter d'elle-même, puis Exact, devient plus là. forte, là. Puis je pense avec les intentions que vous avez mis dans l'espace. T'es parce que c'est vrai, tu regardes autour, t'es quand même dans une zone agricole. Ouais. T'es grande culture, des champs, des gros champs, pas d'arbres, Ouais, des rotations maïs, soya, ouais, des applications de pesticides. ouais. Ben ici, on dirait que tout est monoculturel. Pas tout, là, mais tu sais, c'est soit des terres, des érablières, Ouais. soit des monocultures grande surface, ou du bois, tu sais. C'est ça. Je sais pas c'est quoi le ratio, mais tu te promènes, puis c'est surtout ça, là, tu sais. Mhm. Puis c'est un petit peu côteux, mais sans plus, c'est assez plat en tant que tel, là. Ça cultive assez bien, là. Puis vous, quand vous êtes arrivé ici, y a-tu un moment genre que t'as eu comme, je sais pas, là, t'as pris 2 minutes parce que là, t'as réalisé, ok, tout ça autour. Tu sais, ça a-tu créé du stress en temps dans votre vie ou genre du. Je sais pas comment dire, là. Ouais, L'avez-vous mentalisé pas mal, puis faites comme, hey, ok, là, il y a de la merde qui s'applique autour, tu sais, la porcherie, l'autre bord, ouais. les odeurs d'Élysée, tu sais, ça fait partie, veux pas de ton quotidien, là, tu sais, c'est comme... Ouais, ça fait partie de l'environnement, puis tu sais, je respecte les choix que les autres font, puis Mhm. je comprends totalement pourquoi ils les font, tu sais, c'est pas ça, mais c'est quand tu le vois, là, tu réalises c'est quoi, tu te demandes, OK, c'est quoi les impacts, ça va-tu dans mon jardin, ça va-tu dans ma bouffe, là, tu sais. Mhm. On essaie de faire notre bouffe pour que ça soit clean, là, tu sais. Exact. Mais tu vois qu'il y a de la pollution un peu partout autour, tu sais. C'est pas ça qui va nous arrêter, mais quand même, c'est existant, tu sais. Puis, ouais, on a pogné un petit 2 minutes, puis quand j'ai vu ça la première fois, je me suis dit, ouais, s'ils font ça encore dans 10 ans, chaque mon camp, tu sais. Ouais. Mais en même temps, on s'installe, puis là, on a les pieds à terre, puis les arbres poussent autour de chez nous, puis à un moment donné, on va voir notre petite barrière, puis notre petit îlot, là, tu sais. Ben, vous l'avez déjà, moi, je trouve. Là. Ouais. Mais T'sais. c'est comme si c'était l'implantation d'un fort, tu sais, là. Ouais, le c'est fort, ça. ça a des murs à côté, puis là, ça bloque qu'est-ce qui est autour, puis Exact. Puis, tu sais, faut pas le nier, ce qui se fait autour, mais on veut quand même se protéger de ça, là, tu sais. Ouais, mais moi, ça m'avait frappé comme quand on était venu la première fois avec Marie. Tu t'arrives ici, puis oui, c'est un secteur agricole, la grande culture, mais on rentre chez vous, tu rentres dans le cours, puis on dirait que tu oublies l'espace autour. Là. Mhm.
tu rentres dans les jardins, puis c'est comme jamais que je suis chez vous l'été, puis on est dans tes jardins, puis je sens que je suis dans un secteur hyper agricole. Là. T'as vraiment créé un petit oasis de biodiversité. Tu cultives, il y a combien d'espèces de plantes qui se cultivent ici? Là? C'est des centaines? Là? 3. Non, c'est pas vrai. Je sais pas. J'ai jamais pris le temps de compter, mais peut-être une centaine, peut-être plus, je le sais même pas. Ouais. Faudrait que je compte, il y a plein de vivaces, il y a plein de... Ouais, juste avec les arbres, les types d'herbes, je te garantis qu'il y en a au-dessus de 100. Là. C'est sûr, ouais. D'après moi, t'es dans le 200. Ouais. Ça va vite, là. Moi et Marie, on avait notre petit jardin à Saint-Damien, puis on avait calculé 78 espèces qu'on avait. Là. Sur genre 100 pieds carrés? Ouais, genre même pas. Là. Mais tu sais, si on vient qu'on compte le trèfle, tu sais, l'herbe, Ouais. il y avait un petit cèdre en arrière. Ça va vite, là. Il y en a de la biodiversité quand tu recommences à regarder. Là. Ouais. C'est là que tu te dis, OK, ça fait aucun sens d'avoir genre une culture sur non, ça c'est 100 arbres, 200 arbres, 300 arbres. Exact, c'est de la dénaturation, disons. Exact. Là. Ben, c'est ça, c'est de la dénaturation, mais moi j'ose croire qu'il y a moyen de cultiver sur des grosses surfaces comme ça de façon intelligente, là. De façon holistique. Ouais, là. Clairement. Puis je pense que toi, tu as plus de connaissances à ce niveau-là, tout ce qui est intercalaire ou ouais. avec des corridors solaires, on en parle de plus en plus. Puis, exact, mais je pense encore là, c'est une composante essentielle, par exemple, les intercalaires, des essais qui se font dans le maïs aux 60 pouces, c'est qu'on essaie justement de créer des corridors solaires pour être capable d'augmenter la captation de CO2 par le couvert végétal, puis aussi de s'assurer que tu as une couverture après la récolte. Là. Ouais. Parce que c'est surtout ça, la destruction, oui, c'est une destruction qui peut être biologique, chimique au niveau de la culture conventionnelle, l'utilisation, l'industrie pétrochimique, là. Mais c'est surtout à un niveau physique aussi, là, de laisser des sols à nu après un hiver où c'est qu'il y a des extrêmes, des énormes quantités d'eau qui vont venir lessiver du sol. On perd notre terre, là, on perd notre... ouais, clairement. On perd notre... Parce que pour remédier à ça, présentement... Notre patrimoine. Ouais, notre patrimoine, clairement. Puis j'imagine que c'est une part de la biodiversité qui s'en va avec toute cette masse de terre-là, puis compagnie, là, tu sais. Ouais. Mais... Les rêves de plusieurs générations qui s'envolent dans les ruisseaux. Là. Non, puis c'est vrai, c'est le travail de nos ancêtres qui part au vent. Là. Puis y aurait-il quoi pour remédier à ça, mettons, pour justement... pas nécessairement aggradation des sols, mais regagner du sol en termes de faire monter le sol, disons. Exemple, tu as perdu, je sais pas, sur 100 ans, tu as perdu 60 cm. Ça serait-tu possible de justement recréer du sol, là, tu sais, un peu comme les forêts ou sans mettre... Oui, c'est vraiment possible. Je veux dire, les solutions sont déjà toutes là. Après ça, c'est ce que ça demande, c'est que ça demande premièrement de vouloir changer, puis de vouloir être en mesure de changer la perspective que tu as sur ton entreprise, sur le rôle de ton entreprise agricole, sur ta communauté, sur ta famille. Ça demande, oui, une élévation, je pense, de la conscience là, pour vouloir amener des changements comme, sans dire drastiques, mais des gros changements au niveau de l'entreprise. C'est juste la couverture des sols. C'est la chose la plus simple qui peut permettre justement là, d'éliminer complètement cette érosion-là. Là. S'assurer on travaille de façon intelligente puis prévoyante aussi. Là. Donc, c'est que de ne pas prendre des décisions à chaque année sans avoir, en fait, une vision à moyen long terme. Là. C'est d'être capable de mettre en place une rotation, un système dans lequel tu vas être capable de mettre en place les outils nécessaires pour t'assurer que ton sol soit couvert à l'année longue. Puis que tu puisses justement diminuer l'impact de tout ce qui se passe présentement, que ce soit les changements climatiques, ou appelle-le comme tu veux. Tu sais, oui, là, les espèces de pics, là, tu sais, de pluie, de sécheresse, de chaleur. Tu sais, je pense qu'il faut juste arriver à mettre en place justement des stratégies comme des couverts végétaux, de dire, OK, je vais prendre une année complète. Ça, c'est quelque chose que je travaille avec certains de mes clients où c'est que, là, le client a compris que je vais garder une superficie, un pourcentage des superficies que je cultive pour les dédier à un couvert végétal qui va être là seulement pour, faire de la photosynthèse, capter du carbone, mettre une immense masse racinaire dans le sol pour bien structurer puis garder le sol en place, fournir un habitat puis une source de nourriture pour que la vie microbienne puisse proliférer. Et en plus de ça, créer un pays énorme en surface. Quand tu parles de pays énorme, c'est comme... on parle de quelles espèces de plantes exactement? Qu'est-ce qui est le plus
exemple de biomasse, c'est-tu des mix, c'est-tu une plante en particulier? Il y a plein d'écoles de pensée. Là. Après ça, chacun fait son opinion par rapport à ça. Mais moi, je pense que c'est déjà de se fier sur le modèle que la nature nous enseigne, c'est-à-dire de la diversité. Là. Ouais. Dès que tu es capable de donner de la diversité au niveau de ton mélange, on va parler de la diversité. On va regarder un concept qui est très utilisé en permaculture, donc d'exploiter toutes les strates. Donc d'avoir un ensemble de plantes, un mélange de plantes qui vont être capable d'optimiser l'utilisation de l'espace. Donc des plantes qui vont être assez hautes, des plantes qui vont être plus au niveau du sol, couvre-sol, puis différents types de biomasse, donc différentes sources de nourriture pour les micro-organismes. Ouais. Fait que tu sais, c'est juste une formule un peu, gagnante là, de dire je vais juste y aller en biodiversité. Là. Ouais. Sans dire je vais mélanger 45 espèces ensemble, mélangeant 6, 7, 10 de familles différentes, de systèmes racinaires différents. Fait que des mélanges, il y en existe des milliers. Là. Ouais. Mais c'est de faire avec aussi qu'est-ce qu'on a disponible, de la semence qui est à bon prix, de la semence qui peut potentiellement être produite directement sur l'entreprise ou qui pourrait être achetée d'une communauté là, autour, là, d'autres producteurs qui produisent de la semence. Fait que c'est de s'en aller vers ça aussi, là, de l'autonomie. Là. Fait qu'il n'y a pas comme une recette magique, il n'y a pas un mélange magique. Tout ce qu'il y a, je pense, c'est de la volonté. Ouais. Puis après ça, c'est de l'apprentissage. Là. Chaque situation, chaque entreprise est différente, les contraintes ne sont pas les mêmes. Il faut être en mesure d'adapter ces systèmes-là à toutes les entreprises agricoles. Ouais. Puis ça, ben, ça demande un travail. Tu sais, c'est comme moi, je suis agronome, mais ça a une limite, là, qu'est-ce que je peux faire sur l'entreprise. Je suis pas là 40 heures semaine. Là. Fait que pour moi, mon rôle, c'est vraiment de pousser les producteurs à passer à l'action en leur fournissant des outils puis en leur fournissant une certaine confiance. Là. Ouais. De dire, OK, on va aller de l'avant, là. On gère le risque, on fait des essais, on est vraiment dans je pourrais dire, un processus de travail personnel, premièrement. Donc, de vouloir s'améliorer, de vouloir améliorer sa situation, la situation de sa communauté, de sa famille, pour le bien de tous. Là. Ouais. Puis je pense que c'est la seule façon, peu importe le milieu, le secteur d'activité, c'est le secteur qui mène vers la réussite. Là. Ouais, clairement. Ouais, ben ça fait bien du sens. Puis est-ce qu'il y a des données là-dessus? Exemple, tu fais, je sais pas, justement, grosse implantation de biomasse une année, tu laisses ça aller, ça pousse, je sais pas, 2-3 mètres de haut de différentes biomasse. Espèces de biomasse. Exact. Est-ce que ça donne une certaine quantité de sol en tant que tel ou ça dépend des micro-organismes présents? Ça dépend de plein de facteurs. Ça va dépendre probablement, oui. Dans le fond, on va appeler ça le stade de terminaison. Là. Okay. Donc, à quel stade est-ce que tu vas décider de tuer ta culture qui est en place? Okay. Est-ce que tu vas utiliser l'hiver? Donc, tu as un mélange qui est principalement des annuels, qui pourrait se ressemer, mais tu peux aussi contrôler ton couvert durant l'année avec une fauche, 2 fauches, pour justement empêcher ces espèces-là annuelles de se ressemer. Par exemple, le sarrasin, ou, la moutarde, les crucifères qui peuvent se ressemer assez rapidement. Mais moi, parce que moi, dans ma tête, ce qui est le mieux, en fait, c'est d'être en mesure de faire un mélange que tu vas pouvoir contrôler dans l'année, donc fournir une source de nutriments qui est jeune. Donc, un couvert qui est quand même assez, comment je pourrais dire, vert. Une salade, là, qu'on pourrait dire, là, qui est riche en sucre, qui a un taux de lignine qui est bas. On devait faire un retour au courant de l'année de ce type de biomasse-là pour nourrir la biologie, fournir des sucres, activer le sol, puis laisser aller, en fait, la biomasse le reste de l'année pour avoir un contenu plus lignifié, donc plus riche en carbone, une matière qui va arriver à nourrir plus une vie fongique. Fait qu'avec le contrôle d'un couvert qui est plus jeune, qui est plus vert, ben là, on va venir fournir une source de nutriments qui est plus bactérien. Okay. Des tissus qui sont jeunes, qui sont décomposés rapidement, qui se font minéraliser aussi rapidement, donc il peut avoir un retour de nutriments dans le sol plus rapide. Mais, dans le fond, il faut venir balancer avec un couvert aussi qui est plus lignifié pour venir fournir une source de nutriments aux micro-organismes puis fournir une source de carbone qui est plus stable. Parce que si tu viens, par exemple, la pratique moderne des engrais verts, exemple, que tu viens faire, par exemple, un engrais vert après une récolte de céréales ou après une récolte de légumes, tu vas semer sur ta planche un mélange de pois puis d'avoine. T'sais. Puis là, tu laisses pousser ça un pied et demi. Puis là, toi, tu viens décider de rotoculter ça. Tu dis, je vais intégrer le sol à la biomasse pour favoriser la minéralisation par une vie bactérienne. Donc là, oui, ça a un effet court terme qui est bénéfique. Bénéfique dépendamment. Si tu as un retour avec une culture par la suite pour avoir un relâchement d'azote, ça va être une technique efficace. Mais à long terme, si tout ce que tu fais, c'est faire pousser une courte biomasse qui est peu lignifiée, qui est
très riche en azote, tu viens l'intégrer à une grosse masse de sol, donc tu viens intégrer de l'oxygène, tu viens favoriser une activité bactérienne très forte, ben ça va être au détriment du carbone dans ton sol. Les micro-organismes vont avoir besoin d'une source d'énergie pour décomposer cette matière-là. Fait que ça crée un relâchement de carbone? Il va y avoir un relâchement, donc sous forme de CO2, puis il y a une utilisation aussi. Donc le CO2 va être utilisé de la matière organique par les bactéries, il va être relâché sous forme de CO2. Ouais. Donc on a une perte de matière organique à long terme. Puis ça, il y a des travaux de Caroline Hald, une chercheuse à l'Université Laval, qui l'a fait. Elle a fait beaucoup d'études sur le type de terminaison, l'impact sur la matière organique des sols. Puis j'avais lu une de ces études quand je finissais mon bac. Puis tu sais, elle avait fait des essais sur 5 ans de venir enfouir différents types de biomasse à différents temps dans l'année, en fait. Là. Différents types de terminaisons. Puis tous les types de terminaisons, c'est qu'on venait enfouir la biomasse. La seule manière d'augmenter le taux de matière organique, c'est si on venait intégrer une biomasse hyper carbonée, genre une paille de seigle ou une paille de céréales, qui est très lignifiée. Donc là, à court terme, ce qu'on a, c'est une immobilisation de l'azote. Donc ça, c'est sûr que c'est pas la meilleure façon de travailler si vous voulez semer tout de suite après une culture. Là. Parce que là, il va y avoir une partie des nutriments dans le sol qui vont être immobilisés pour décomposer cette paille-là. Sauf qu'à long terme, on va être capable d'augmenter la quantité de carbone dans le sol. Tandis que si on enfouit tout le temps de la matière verte, tout ce que ça va mener, c'est une perte de matière organique. Fait que vraiment, tu sais, c'est comment dire. Faut pas tomber dans des dogmes. Une technique peut être bonne selon la situation dans laquelle elle est utilisée. Puis ça, les engraveurs, ben, tu sais, ça a beaucoup de bénéfices. Mais à long terme, ça va amener à d'autres trucs qui sont négatifs. Là. Perte de structure de tes sols. Tu vas favoriser une biologie qui est très, très bactérienne au détriment du fongique. Puis tu vas venir sélectionner, en fait, tu vas venir comme sélectionner certains types de micro-organismes. Donc, tu viens diminuer tant qu'à moi la résilience de ton sol. La biodiversité, on peut dire. Puis la résilience à décomposer différents types de matières, à minéraliser différents nutriments. Donc, c'est d'avoir un sol qui est diversifié, donc de le nourrir avec de la nourriture qui est diversifiée. Tu sais, c'est le concept de diversité que tu appliques partout, en fait. Là. Fait que c'est un peu pour lui donner la... Comment dire? La notion, puis knowledge, la connaissance de différentes espèces pour que le sol puisse justement les digérer, les rentrer dans le sol puis les utiliser à bon escient pour les cultures. C'est ça. Ben, c'est ma vision des choses. Puis je dis pas que c'est ça, c'est de même que ça se passe, mais moi, c'est comme ça que je le vois. Tu sais. C'est un concept que j'applique dans le fond partout. Tu sais, même au niveau des micro-organismes. Les cultures de micro-organismes que j'utilise pour appliquer ces fumiers. Ouais, ça, c'est quoi? C'est les IMO, t'appelles? Ouais, les IMO qui sont des micro-organismes indigènes. Donc, c'est des cultures de micro-organismes indigènes à un environnement. Donc, comme je t'avais montré quand on s'est rencontrés, on peut venir cultiver ces micro-organismes-là qui sont indigènes à un environnement local. Donc, des micro-organismes qui sont probablement là depuis des milliers, voire des millions d'années, qui ont une capacité vraiment de minéralisation des sols, qui ont une capacité de résilience aussi aux températures. Puis c'est une biologie qui a un grand savoir. C'est comme ça que je le vois. C'est comme si comment dire, cette biodiversité-là avait acquéri avec le temps des connaissances. C'est un peu comme la génétique, tu sais. Ouais, carrément. Ça a acquéri des connaissances, ça s'est connecté à l'environnement, donc ça a connu plein de circonstances différentes. Plein de types de nourriture aussi. Tu es dans une forêt diversité. Il y a quand même une certaine diversité de résidus à décomposer. Ce qui donne cette capacité-là aux micro-organismes de décomposer pas mal tout ce qu'on leur donne. Là, tu sais. Puis ça, c'est le cas que, dans le fond, moi, j'ai expérimenté. Puis c'est des techniques, dans le fond, qui nous viennent beaucoup de l'Asie, d'Amérique du Sud aussi. Il va se nommer soit micro-organismes indigènes, le bokashi aussi, qui peut être une forme de culture de micro-organismes qui sont indigènes. Il y a différentes façons de propager ces micro-organismes-là. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on peut venir les mettre en culture. Donc, on peut venir les récolter puis les propager pour en produire des liquides. Donc, on vient utiliser cette litière-là, qu'on vient mettre en suspension dans de l'eau et qu'on fournit une source d'énergie, du sucre, pour permettre aux micro-organismes de se multiplier. Puis ça devient une culture qui est, dans le fond, très acide. Donc, on vient qu'on a une culture bactérienne, majoritairement bactérienne, donc beaucoup de lactobacilles, donc beaucoup de production d'acide lactique, qui vient abaisser le pH, qui vient créer un environnement qui est, sans dire qu'il n'est pas stérile parce qu'il y a des micro-organismes, mais qui est sain. C'est le même concept que les lactofermentations. Là. Donc, on vient s'assurer, en fait, de créer un environnement où c'est qu'il n'y a pas de pathogène, de colis qui peut se développer.
Puis ce qui est intéressant de ce produit-là, c'est que c'est vraiment un probiotique. Là. C'est un probiotique agricole, c'est un probiotique humain. Puis moi, je suis parti avec l'idée, en commençant des essais avec un producteur, qu'on pouvait adapter ces micro-organismes-là à décomposer pas mal n'importe quoi. OK, donc tu peux cibler vraiment les micro-organismes pour tel type de plante ou un tel type d'engrais vert ou peu importe dans le fond. Ou tel type de fumier. Tu sais, moi, c'est avec le fumier là, que je m'intéressais beaucoup à ça, là, de venir stabiliser ce fumier-là, améliorer la vitesse de décomposition, mais dans des environnements qui sont plus anaérobiques. Parce que c'est beaucoup des micro-organismes anaérobiques facultatifs qu'on appelle. Okay. Donc, des micro-organismes qui sont capables de vivre en situation d'aérobie et d'anaérobie, qui ont le potentiel de, dans le fond, de vaguer entre l'aérobie et l'anaérobie selon les conditions environnementales. Ouais. Donc, ça leur donne une grande résilience. Puis, c'est des micro-organismes qui, majoritairement, ont de grandes utilités en agriculture. Grosse capacité de minéraliser directement le potassium, le phosphore de la roche-mère ou des agrégats, donc les nutriments qui vont être pris dans la matrice du sol. Les micro-organismes sont capables de venir les chercher. Ah, ouais, okay. Donc, ils utilisent souvent, eux autres, des enzymes pour venir... Leur système de digestion est externe, là, comme les champignons, par exemple. Ouais. Ils vont rejeter des enzymes ou des acides pour venir minéraliser les nutriments puis qu'ils soient capables de les absorber par la suite. Ils n'ont pas de système digestif, tu sais. C'est fort, man. Ouais, non, c'est comme des petits E.T. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment... on pense que les extraterrestres viennent d'en haut, ils viennent d'en bas. Là. Ils sont sur Terre. Ah ouais, ils sont dans le micro. Là. C'est la société, la vraie... C'est ça, c'est la vraie société secrète. Là. Ouais, c'est ça. Puis dans le fond, moi, je suis parti de l'idée qu'on pouvait comme les adapter à pas mal n'importe quoi. Parce que la vie s'adapte. Ouais. Puis ça, je l'avais vu dans... C'était un concept que j'avais comme... que j'avais appris en fait dans la culture des champignons, c'est que je voyais qu'on pouvait adapter une espèce à un type de substrat. Ah, ok, ouais. Donc on pouvait venir être capable de faire pousser par exemple des champignons magiques, exemple qui vont mieux pousser sur des substrats comme du grain ou de la mousse de tourbe, de la fibre de coco, mais on peut les adapter petit à petit sur par exemple du copeau de bois. Ça tu l'as fait ou? Je l'ai pas fait, mais c'est des expérimentations sur des forums que je savais que ça se pouvait se faire. Là. Ouais. Mettons sur 4, 5, 6, 7 cycles de reproduction. Donc, en changeant le substrat petit à petit. En intégrant petit à petit du copeau pour venir, en fond, habituer là, le micro-organisme. Lui, il vient capter cette information-là, il affecte ses gènes, puis il développe, dans le fond, il y a une sélection naturelle qui se crée par la création d'un nouvel environnement. Ouais. Donc, sur juste 4-5 générations... Ben ça, je dis ça de même, mais d'après moi, ça prend pas 2 ans, là, tu sais. Ouais. D'après moi, oui, là, mettons, là, peut-être sur 1 an, là, quelques générations. Là. L'adaptabilité est rapide, là, tu sais, c'est comme... le potentiel d'adaptabilité est énorme. Puis surtout quand on vient avec des cultures très bactériennes, une bactérie, ça fait de la fission binaire à toutes les 20 minutes, là. Oh, OK. Fait que c'est exponentiel, là, comment que ça se multiplie, là. Okay. Puis eux autres, vu que l'environnement, on peut contrôler l'environnement avec de la chaleur, donc on vient mettre une source de chaleur à notre culture liquide, ce qui favorise la multiplication. Donc, les micro-organismes, eux autres, l'espace-temps, ils connaissent pas ça. Là. Le concept de minutes, secondes, eux autres, tout ce qu'ils connaissent, c'est l'énergie. Le plus d'énergie on fournit, le plus on va transformer. Là. Ça, ça n'a pas de lien avec le temps que nous, on s'attache beaucoup. Les micro-organismes ne fonctionnent pas dans cet espace-temps-là. Là. Eux autres, c'est juste une question d'énergie. C'est quoi la quantité d'énergie que je peux canaliser là, puis utiliser là, pour faire mon travail. Là. C'est une toute autre vision, hein? C'est comme si on pourrait appliquer ça à notre vie. Ben moi, je suis sûr que les plantes fonctionnent de la même façon. Là. Ça, c'est un concept que John Kempf, j'ai écouté un podcast de lui, puis c'est ce qu'il parlait. Il dit, dans le fond, la plante, c'est la même chose. Elle, tout ce qui la restreint à la vitesse de croissance, c'est pas le temps, c'est la quantité d'énergie de photosynthèse qu'elle peut faire. Ouais. Donc, si on est capable d'accélérer ou d'améliorer la capacité photosynthétique puis l'absorption de nutriments, donc l'utilisation de l'énergie, par notre plante, on serait capable, il pense que de notre vécu, on va avoir une plante qui pousse à vue d'œil. Là. De notre vécu? Donc, ce serait quoi les paramètres qu'on pourrait ajuster pour que, justement, la plante pousse plus vite? Ben là, on peut rentrer... Parce que les facteurs environnementaux, on ne peut pas les modifier, on est un peu soumis à ça. Sinon, c'est la nutrition. C'est un tout, en fait. Là. Je pense qu'il y a une part de la capacité intrinsèque de l'espèce. À canaliser ou utiliser l'énergie, à avoir une photosynthèse optimale. Puis il y a la pratique agricole aussi, le mode de gestion l'environnement dans lequel cette plante-là va pousser. Là. Donc c'est ça, c'est lié à, une partie de génétique de la plante, une partie de l'environnement, donc la quantité d'eau, de soleil, mais aussi à l'efficacité au niveau du sol.
Ouais. est-ce qu'il n'y a pas de perte d'énergie? Parce qu'il y a un réseau alimentaire qui est tellement complet que le transfert énergétique entre chacun des organismes est tellement efficient qu'il n'y a pas de perte sous forme de chaleur, il n'y a pas de perte sous forme de gaz à effet de gaz. Là. Toute l'énergie est transférée là, directement là, de la source à la plante. Là, OK. Puis pourquoi maintenant ça se fait pas, ça? C'est arriver à justement avoir un zucchini, je sais pas, en 20 jours, tu sais. Ouais, c'est ça. Ben, je pense... Ça a-tu une fin? Ça a-tu une fin dans le sens que est-ce qu'on pourrait toujours améliorer la capacité, les capacités à la plante de produire rapidement puis de grandir puisqu'elle n'est pas reliée à l'espace-temps, justement? Exact. Ouais, moi, je pense que oui. Là. Puis qu'est-ce qui nous limite, c'est... Je pense que c'est notre vision des choses, tu sais, notre perspective. Là. Fait que nos limitations mentales. Ben oui, parce que la première chose, c'est d'y croire. Hein, c'est tu peux pas y arriver si tu y crois pas. Ça, c'est dans n'importe quoi. Fait que si tu penses pas que ta plante peut pousser extrêmement vite, elle poussera pas extrêmement vite. Là, ben là, moi, je suis semencier, puis je vais arrêter de mettre le nombre de jours. Ouais, c'est ça. Exact. Je suis dans la limitation. Tu dis, elle pousse à la vitesse que tu veux. Non, mais tu sais, c'est peut-être un peu philosophique de dire ça, mais je pense qu'il y a une partie qui est là au niveau de nos limitations qu'on se met en tant qu'individu, société. C'est ça, là, un sens plus large aussi. Puis après ça, ben, il y a les pratiques agricoles, nos pratiques. Là. Ouais. C'est ça, là, c'est quoi l'énergie qu'on met en fait? Là? Ouais. Parce que comme on dit, ils se nourrissent d'énergie, là, ces micro-organismes-là, ces plantes-là, nous aussi. Donc c'est quoi, nous, l'énergie qu'on fournit à nos plantes? Là? Ouais, c'est de comprendre a priori c'est quoi l'énergie aussi. T'sais. Exact. Puis l'énergie est où? C'est comme l'énergie pour nous autres, on l'associe pour les plantes à de l'engrais. C'est ça, à ce qu'on donne au sol. T'sais. Exact. Mais déjà, il y a une énergie initiale qui est dans le sol, qui est dans l'air, qui est un peu partout. Omniprésente. Omniprésente, c'est ça. Il y en a qui le filent plus, il y en a qui le filent moins, mais c'est quand même présent. Mais les plantes sont dans un tout autre... pas une dimension, mais ils sentent les choses vraiment un autre realm. Il faudrait un peu comprendre comment eux se sentent et comment ils peuvent s'alimenter et pas nécessairement produire en termes de production de quantité, mais être plus vital puis être plus en santé. C'est la santé qui importe. Puis moi, je pense que même autant au niveau de la vitesse de croissance, ben, va venir avec ça des rendements. Là, moi, je pense qu'on n'a aucunement vu c'est quoi le réel potentiel de nos plantes. Là, à cause des limitations, justement, qu'on se met. Puis du mode de culture. Le mode de culture actuel. Puis quand je dis actuel, c'est pas tout le monde qui cultive comme ça, mais on va regarder un niveau mondial. Oui, les pratiques, il y a un gros éveil de conscience au niveau agricole, au niveau de l'impact des pratiques. Mais ça reste que juste la génétique, comme on parle. L'utilisation d'intrants chimiques, de sel, c'est des sels là, qui viennent augmenter les taux de salinité, le travail de sol à répétition, le manque de sens dans l'agriculture, tu sais. Puis même au niveau même du producteur agricole, là, tout ça, là, ça limite, là, ça fait une boîte. Là. Ouais. Fait que quand t'es pris dans la boîte, puis t'es capable de voir outside the box, ben c'est ce qui contraint tout, là. Parce qu'il en faut juste un qui le fait. Puis là, après ça, tout le monde sait tout le monde le sait, ça devient une réalité qui est possible. Puis là, après ça, man, tac. C'est arrivé souvent, ça, dans notre société, là. T'sais, on regarde juste le record du monde du 100 mètres, là. T'sais, jamais qu'on pensait qu'un quelqu'un allait être capable de courir en bas de 10 secondes. Là. Ah ben non, c'est clair qu'il... Puis dès qu'il y en a un, je sais pas c'est qui le premier qui l'a fait, mais dès qu'il y en a eu un, man, il y en a plein d'autres qui ont suivi après, là, tu comprends? Parce que là, on sait que la limite, elle est là, on est capable d'aller plus loin que ça. Là. Fait que c'est nous, en fait, là. On se donne des limites. Là. Fait que tant qu'il y en aura pas de limite. Là. Puis tu sais, on pourrait parler aussi de l'électroculture. Là. Ouais, ça c'est un autre sujet qui est... Mais sans rentrer dans le vif du sujet, dans le vif du sujet de l'électroculture, mais tu sais, présentement, il se fait des belles choses en France à ce niveau-là. Il y a beaucoup de savoir qui est en train de se transférer, puis il y a une belle communauté qui se bâtit. Puis je suis un gars sur Facebook, Richard. Puis tu sais, man, tu verrais la grosseur des légumes qui sortent. Il y a une betterave de genre 13 kilos, là. Une betterave de 13 kilos. T'imagines-tu? Ouais, non, c'est hallucinant. Même ces tournesols sont genre 4,5 il a battu le record de France du tournesol le plus haut. Hey, c'est genre 5 mètres cake, là. Ah non, c'est fou, là. C'est ça, il y a vraiment du potentiel. Puis j'avais fait un dessin à un moment donné qui était... c'était comme un cercle.
Puis au centre, il y avait comme un halo d'énergie. Mhm. Puis autour du cercle, c'était tous des visages pareils, tu sais. Puis là, ce dessin-là, je l'avais appelé les possibilités infinies des uns. Un au pluriel. Mhm. On est tous un, mais on est tous plusieurs en même temps, tu sais. Fait que c'est un peu ça, c'est d'éveiller ces possibles-là, tu sais. Mhm. Parce qu'on a le pouvoir, tu sais. Ah ouais. Mais comme tu dis, on est pogné dans des carcans puis des limitations qu'on se fait... Ben, soit qu'on accepte ou qui sont un peu implémentées dans la société. Ouais, tu sais. quand même. Mais c'est ça, faut s'éveiller puis ouvrir notre cœur puis réaliser que les possibilités sont infinies. Puis ça, c'est selon nos désirs à nous. Mhm. C'est nous qui décident par la Exact. suite, tu sais, en réalité. On reprend le pouvoir, là. Exact. C'est un peu ça, là, Mhm. moi, c'est la mission que je me donne, moi aussi. Mhm. C'est de redonner le pouvoir aux producteurs agricoles, tu sais. Mhm. Leur pouvoir sur leurs moyens, leurs possibilités, leur futur, tu sais, qu'ils reprennent le contrôle de leur vie, tu sais, autant au niveau spirituel, intellectuel, au niveau de la prise de décision sur leurs entreprises, leur redonner confiance, là. Mhm. Que, OK, là, t'as pas besoin d'un professionnel qui vient chez vous pour te dire quoi faire, là. Ben, anciennement, écoute, les cultivateurs, les agriculteurs, ils s'en sortaient seuls puisqu'ils prenaient le temps juste de connecter avec comment étaient les plantes, la santé des plantes. Puis, tu sais, Exact, c'est comme là. ils comprenaient vraiment. Là. Tu sais, je dis pas, faut pas que tu fasses affaire avec des gens dans ton entreprise. Tu sais, oui, t'as besoin d'avoir une équipe, là. Mais il faut que ces gens-là amènent du concret sur ton entreprise, puis soient capables de pallier à une lacune que toi, t'as présentement, là, qui est pas à cause du manque d'effort, là, du manque de compréhension. Parce que tout peut être compris, là. Même à ce niveau-là, il y a des limitations, là. De dire, OK, je suis pas assez intelligent pour apprendre ça ou comprendre ça. Non, non, là. Genre, on est tous assez, là. Ouais. C'est juste de prendre le temps, tu sais, là. Ouais. Puis, tu sais, moi, c'est ce que j'apprécie le plus dans mon travail, c'est d'être en mesure de travailler avec des producteurs, des passionnés, des crinqueux, qui veulent comprendre, qui veulent apprendre, qui veulent s'améliorer, puis qui n'ont pas peur ils ont pas peur de l'inconnu, là, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est souvent la peur, c'est l'inconnu. Puis de changer les choses, c'est sûr, ça demande beaucoup, tu sais. Mais en même temps, c'est tout à fait possible si tu vas petit à petit, puis avec ses propres moyens, tu sais. Tout est possible après tout, tu sais. Ouais, vraiment, là, tout est possible, puis je sais pas comment dire, la seule chose, en fait, qui bloque les gens dans... Ben, ça doit être le savoir et les connaissances, j'imagine. Ouais, puis dans l'atteinte des objectifs, ben, premièrement, c'est de réaliser aussi, là, que, OK, il faut que j'en aie des objectifs. Mais rien que savoir qu'il y a autre chose. Des fois, c'est dur à accéder. Là, exact. puisque tu es connecté à un certain environnement qui, lui, te dit que ça existe, mais si tu prends pas le temps de chercher, parce que les solutions dites, je sais pas, alternatives ou autres, sont pas nécessairement aussi faciles d'accès que, justement, les solutions habituelles ou plus ils prennent plus de temps, en fait. Là. Parce que souvent, c'est quoi? Tu vas échanger le temps contre de l'argent. Là. Producteurs agricoles, souvent, ils n'ont pas beaucoup de temps, mais de l'argent, ben, ils ont de la liquidité, ils ont un fonds de roulement, l'entreprise a des dépenses. Fait que pour eux, c'est beaucoup plus simple de travailler dans ça. Je vais acheter un nouveau produit, je vais acheter un nouveau type d'équipement en pensant que ça va changer tout. Quand que dans le fond, non, là. C'est même pas premièrement fait ce que t'as. Vois comment tu peux appliquer du changement avec déjà ce que t'as. Parce que t'as déjà une bonne base. T'as une entreprise agricole, t'as des terres, ou t'as des animaux. Puis c'est certain, moi en travaillant par exemple avec... Cette année, je me suis beaucoup ouvert à la production laitière. J'ai commencé à travailler avec un producteur, Frédéric, qui m'a vraiment... oui, je connaissais un peu la production laitière, mais étant agronome, je suis pas un gars de campagne. J'avais déjà tiré des vaches quand je faisais mon deck, là, mais j'étais pas très proche de cette production-là. Ton deck de patio, là? Ouais, c'est ça. Puis tu sais, ça m'a ouvert vraiment un tout autre type d'entreprise, tout autre type de réalité, en fait, là, d'être un producteur laitier 7 jours sur 7, 365 jours par année, 2 fois par jour. L'été, les foins, la solitude des gars, le fait qu'ils sont tout le temps tout seuls, là, tout le temps, c'est ça, là, tout le temps à fond, il n'y a jamais de repos. Là. Ouais. Mais la beauté d'une production laitière, c'est qu'on a un système qui est tellement une belle base. Là. Tellement une belle base pour créer un système holistique, un système qui allie la force du végétal avec l'animal, avec les sols. Ouais. Parce que pour moi, une entreprise
agricole se doit d'avoir des animaux. Là, Mhm. C'est ma vision. Là. Puis même si je travaille avec des gens qui ont des clients qui font de la grande culture et qui n'ont pas nécessairement d'animaux, ben, je pense qu'il y a quand même une conscience à ce niveau-là de leur part. Mhm. Là. Parce qu'aujourd'hui, avec la hausse du coût des intrants, des fertilisants, ben là, Mhm. je te dirais que le fumier, ça se vend. Là. Ah oui, hein? Les gens sont à la recherche d'alternatives. Là. Mhm. Puis ils se tournent vers quoi, les fumiers animaux? Là? Fumier Ouais. animal, là, c'est... Y a-tu d'autres choses qui pourraient être utilisées comme, je sais pas, des purins ou... Tu sais, c'est sûr Mhm. qu'à grande surface, c'est peut-être plus complexe à confectionner, mais j'imagine que ça s'implanterait possiblement, Ouais, je sais mais pas, un arc de consoude pour, je sais pas, 12 hectares de champ. Ouais, ou... tout à fait, man. Puis c'est même pas autant que ça. Mais oui, cette année, Mhm. mettons, avec 2-3 producteurs, là, je fais des essais de production de biofertilisants à la Oh, ferme. yes, ok. Donc, on va utiliser un peu le même concept que la culture de micro-organismes. Donc, dans des grosses cuves, on va venir fermenter de la biomasse pour avoir une décomposition bactérienne principale. Aussi, il y a d'autres micro-organismes, mais principalement les bactéries qui vont venir dégrader la biomasse qu'on leur donne Mhm. pour venir libérer les acides aminés, les protéines, les acides volatiles, tous les composés, les vitamines, les enzymes. Mhm. Donc, on a vraiment ce qu'on appelle un biofertilisant, un mélange de nutriments puis de micro-organismes qui sont bénéfiques, Ouais. qui amènent énormément de résilience au niveau de la surface foliaire, Mhm. puis qui amènent aussi de la résilience au niveau des sols. Ouais. Puis, tu sais, c'est quand même assez impressionnant à quel point que c'est tellement faisable. Mhm. T'as pas besoin de condamner 10 hectares de tes terres pour faire des fertilisants. Là. Ok. Tu sais, c'est super simple. Là. C'est un ratio, mettons, à peu près? Ou... Ben, tu sais, souvent, quand même, moi, je vais fonctionner, c'est que je vais utiliser une cuve, peu importe le volume, puis je vais venir la remplir à peu près au tiers de biomasse. Ok. Quand je dis biomasse, c'est n'importe quoi. Là. Fait que n'importe quelle plante, ça peut être un engraveur que tu as déjà utilisé, de Exact. la mauvaise herbe, du foin. Ça n'importe peut quoi. être des bords de fossé, Ouais. de la matière, tu veux une diversité encore là, la diversité de nutriments. Puis oui, il y a certaines plantes là, qui sont reconnues pour être certains bioaccumulateurs de certains minéraux précis. Fait que on peut rentrer, dépendamment du travail que tu veux y mettre, puis de la façon dont tu vois les choses, tu peux rentrer dans du plus spécifique avec une composition, un mélange de plantes qui va t'amener une variété de nutriments avec certains nutriments plus dominants pour créer certains types de biofertilisants que toi tu sais que dans ta rotation, selon tes cultures, tu as besoin de ce type de nutriments-là à tel moment. Ouais, ok. Fait il y a moyen, ça se fait. Dans le fond, je sais pas comment dire, il n'y a pas une manière de faire les choses. Hein. Mhm. Tu peux juste dire, moi, je récolte tout ce que j'ai autour ici, je me sens dans une cuve, je remplis ça d'eau, je tire une poignée de litière de forêt, de micro-organismes, on laisse ça fermenter, puis on vient appliquer. Ah ouais, direct la poignée de litière forestière d'acide. Ouais. Pas obligé de la faire fermenter avant avec du sucre. Ben, moi, j'aime Du sucre ou... C'est ça. Moi, j'aime toujours ça, venir comme activer mon micro-organisme. Là. Mhm. Mais encore là, dépendamment de l'école de pensée, Ouais. oui, là, ça peut être juste une poignée de terre de ton champ, une poignée de litière de forêt, tu tires ça dans ta cuve, tu fermes ça, tu laisses fermenter 15, 20, 30, 60 jours. Ouais. Puis tu viens utiliser ce liquide-là que tu viens diluer à une dilution entre 10 et 100 fois. Là, Puis pour ceux qui en ont jamais fait, ça peut sentir la... Ah oui, ben oui. On n'était pas supposé sacrer dans le podcast, mais Non, là ça correct. sent encore lisse. Ouais, ça pue, là. Ben, c'est pour ça que tu peux te faire des systèmes vraiment complètement fermés avec un bubbler où c'est que t'as pas d'échange d'odeur. Là. Ah ok, ouais, j'avoue. Puis après ça, c'est pas parce que ça sent mauvais que c'est mauvais. Là, t'sais. Ouais, non, c'est ça, exact. Puis pour ceux et celles qui sont de la vraiment... merde, ça sent pas. Non, puis pour les personnes qui sont vraiment comme bloquées par l'odeur, une meilleure façon d'enlever les odeurs, c'est juste de venir oxygéner ton purin pendant 24 heures. Ouais, ben j'ai une solution encore moins coûteuse, c'est un pince-nez. Ouais. J'ai besoin d'aide pour mon champ de patates ou de... Moi, je fais du maïs OGM cette année. Là. Ouais. Je me fais un 500 hectares, là. Ouais. Puis j'ai besoin de ton aide, là. Ouais. Okay, c'est où je te rejoins, là, Félix? Tu m'as rejoint. C'est mon cellulaire. Tu me calls. Non, mais t'as-tu un Non, mais pour un ça, Facebook, un site ou quelque ouais, chose j'ai comme un ça? Facebook, Félix Gobin, mais sinon, je suis en train de mettre en place mon site web là, qui va Ok. être en ligne bientôt, puis je veux lancer ma petite chaîne YouTube là, parce que tu m'as donné le goût de mettre ça de l'avant aussi. Là. Ça fait déjà quelques temps que j'y pense. Uh-huh. Fait que, mettons, tu serais un producteur de maïs, donc j'ai des producteurs de maïs. Moi, qu'est-ce que je vais faire? C'est qu'on va partir avec la régie du producteur. Mhm. Puis tu sais, des fois, d'essayer de changer trop d'affaires en même temps, c'est comme plus dur. Là. Ouais. De dire, OK, on va changer complètement ta rotation de culture Mhm. pour être en mesure, tu sais, oui, éventuellement, c'est de quoi qu'il faut regarder. Puis là, le producteur, il veut faire de quoi, puis
ça ne tente pas on regarde toute la rotation là. Mhm. S'il est prêt à ça, OK, mais moi, je vais plus jouer au niveau vraiment là, de changer là, déjà dans les pratiques, au niveau de la fertilisation, puis rester quand même dans des pratiques connues, mais avec soit des intrants qui sont inconnus, donc d'autres sources de fertilité plus organiques, ou des fertilisants qu'on va faire directement à la ferme, puis de changer de palier avec une nutrition qui va être plus foliaire. Okay. C'est un peu ça que moi je développe avec les gars de grande culture parce que c'est quelque chose qui s'implante facilement. Souvent, les producteurs ont déjà les équipements, puis c'est pas un gros changement. C'est de dire, OK, on va pas utiliser ces fertilisants-là synthétiques, minérales qui nous viennent d'Ukraine, de Chine. On va utiliser un produit qui est fait au Québec, localement, ou qui est disponible en distribution locale, là, tu sais. Puis on va utiliser aussi d'autres intrants aussi qui sont faits au Canada, par exemple l'acide humique, qu'on va venir combiner avec une partie de tes fertilisants que tu utilises déjà pour améliorer l'efficacité d'utilisation, donc diminuer les pertes par lessivage ou volatilisation. Parce que ça reste qu'il y a presque 50 à 70% des fertilisants qui sont appliqués qui sont pas disponibles, perdus, lessivés, volatilisés, emprisonnés dans la matrice du sol, oui. Okay. Donc l'efficacité plus biodisponible. Non, l'efficacité d'utilisation, elle est 0 point de barre. Fait que moi, je travaille beaucoup sur ça, là. Fait qu'on va... Puis c'est tout le temps sous forme de test. On va faire des essais. On va se permettre une surface dans chaque culture qu'on va faire des essais avec des gradients de fertilisation puis différentes combinaisons. Puis moi, c'est toujours dans l'optique de dire, OK, est-ce qu'on peut appliquer cette technique-là sur l'entreprise? Si ça vient qu'on a des bons résultats, parce que souvent, on a des bons résultats, comment qu'on peut adapter après ça à une plus grande échelle au niveau logistique, au niveau approvisionnement? C'est-tu quelque chose qui peut se faire? Parce que c'est bien beau de faire des tests, mais si on se rend compte que, OK, après 3, 4, 5, 10 hectares, ben là, ça fonctionne pas, c'est trop long, là, et la charge de temps est trop élevée. Fait que, j'essaie de tout rentrer ces composantes-là aussi. Là. Ouais. Que ça fasse du sens, que ça fasse pas plus d'ouvrage à mon producteur, puis que ça rentre déjà dans une routine qu'il connaît. Comme ça, il est plus enclin à aller de l'avant. Puis là, après ça, on évolue. Puis là, on peut avoir des changements comme à d'autres niveaux. Là. Au niveau des cultures de couverture, la rotation de culture, la valorisation des fumiers. Quand je travaille avec les producteurs agricoles qui ont des éleveurs, que ce soit de production laitière porcine, on va venir travailler au niveau des fumiers, des lisiers. Traiter ces lisiers-là, les stabiliser, améliorer leur valeur nutritive puis leur valeur biologique. Diminuer les odeurs. Donc là, en travaillant sur le lisier ou sur le fumier, on travaille sur tous les champs en même temps. Fait que c'est plus facile de... J'essaie tout le temps de voir, OK, aussi je peux mettre une action qui va avoir un impact sur toute l'entreprise. Fait que de penser tout le temps en circuit plus fermé, genre. Fait que c'est un peu ça, tu sais, c'est ça demande comme un vouloir de s'améliorer, là, d'amener des changements. C'est ça, c'est des apprentissages, puis je veux dire, c'est... La curiosité. Ouais, clairement. Puis... Good. Fait que Félix Gobeil. Félix Gobeil, agronome. Agronome. Ouais. Bon, ben, c'est good. Fait que je pense que ça fait le tour de notre... de notre petite conversation de notre conversation. Là. Ça fait combien d'heures qu'on parle? 5 heures? Non, ça fait 1h45. 1h45. OK. C'est pas vrai. Fait que, ben, on vous quitte là-dessus, puis soyez curieux, explorez. Ouais. Salut, là. Mettez-vous pas trop de limites. Non. Sky is the limit, mais c'est même pas vrai, ça. C'est plus loin que ça. OK, bye. Bye-bye.